Bonjour, je m'appelle Palmer Luckey et j'ai 35 ans. Alors que je suis assis dans le salon paisible de ma nouvelle maison en banlieue de Dublin, Ohio, j'ai enfin le temps de réfléchir à mon parcours. Cette villa de 5 chambres, avec son jardin verdoyant et sa piscine scintillante sous le soleil, est un endroit que je n'avais jamais osé rêver, il y a quelques années à peine. Mais avant de vous raconter ce qui m'a amené ici, laissez-moi revenir au début, à ces premiers jours où ma vie était une série de responsabilités, de regards jugeurs et de rêves étouffés, avant même de pouvoir éclore. Voici l'histoire d'un garçon qui a grandi à Columbus, Ohio, dans une famille de classe moyenne, où j'étais toujours le frère aîné, l'ombre faible au milieu de l'éclat radieux de mes jeunes frères. Je suis né et j'ai grandi à Columbus, une ville ni trop vibrante, ni trop terne. Notre maison se trouvait au bout d'une petite rue, une maison en briques rouges de 2 étages, avec une cour avant pleine de mauvaises herbes et une vieille balançoire que mon père, Roger Luckey, réparait de temps en temps lorsqu'elle craquait. Papa était vendeur d'assurance, toujours occupé par des appels téléphoniques et de courts voyages d'affaires. Ma mère, Gloria, était femme au foyer, mais elle passait la plupart de son temps à choyer mes 2 jeunes frères, Brody et Easton. J'étais l'aîné, né 3 ans avant Brody et 5 ans avant Easton. Aux yeux de tous, j'étais le grand frère, celui qui devait montrer l'exemple, toujours céder et toujours sacrifier. Mais au fond, je n'étais qu'un garçon désireux d'être aimé comme mes frères. Notre famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas non plus aisés. Mes parents avaient une philosophie simple: travailler dur, économiser de l'argent et placer des attentes élevées sur leurs enfants. Mais pour une raison quelconque, ces attentes semblaient toujours tomber juste sur mes épaules. Brody, le frère du milieu, était la fierté de ma mère. Il était intelligent, vif d'esprit et savait toujours comment la faire rire avec ses histoires astucieuses. Easton, le plus jeune, était le plus choyé de la maison. Avec ses grands yeux ronds et son sourire qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe qui, ma mère disait souvent « Easton est le soleil de notre famille ». Et moi, j'étais juste Palmer, l'aîné, celui qui devait tout faire pour que ce soleil continue de briller. Enfant, je ne comprenais pas pleinement l'injustice, mais en grandissant, les fissures dans la façon dont mes parents nous traitaient ont commencé à apparaître. Je me souviens des après-midi d'été quand j'avais 12 ans, restant à la maison pour nettoyer la cuisine, faire la vaisselle ou surveiller Easton pendant que Brody et lui sortaient dans la cour pour jouer au basket avec les enfants du quartier. Palmer, tu es le grand frère. Tu dois être responsable, disait ma mère, sa main caressant les cheveux d'Easton pendant que je restais là, les mains trempées dans l'eau de vaisselle, le cœur lourd. Je ne voulais pas de mal à mes frères, ils étaient jeunes et je les aimais. Mais je ne comprenais pas pourquoi je devais toujours être celui qui sacrifiait pendant qu'ils étaient libres de vivre leur vie. Mes souvenirs d'enfance sont souvent liés aux images de mes parents, assis à la table de la salle à manger, louant Brody pour ses excellents résultats scolaires ou serrant Easton dans leurs bras lorsqu'il ramenait un dessin gribouillé de la maternelle. Je n'étais pas jaloux, mais j'aspirais à ce que mes parents me regardent avec la même fierté. Au lieu de cela, j'entendais des phrases comme « Palmer, tu dois montrer l'exemple à tes frères » ou « Ne me déçois pas, tu es l'aîné ». Ces mots, bien que non malveillants, étaient comme de petites pierres qui s'empilaient sur ma poitrine jour après jour, me donnant l'impression de n'être jamais assez bien. La seule personne qui me voyait vraiment, qui se souciait vraiment, était mon grand-père, Albert Luckey. C'était un ancien courtier en bourse qui avait travaillé à Wall Street
où il avait connu les hauts et les bas de sa jeunesse. Après sa retraite, il était revenu à Columbus, vivant dans une petite maison à quelques pâtés de maison de la nôtre. Papy n'était pas riche, mais il possédait un trésor de connaissances et d'histoires que j'étais toujours impatient d'entendre. Tous les samedis après-midi, je me rendais chez lui à vélo, m'asseyais sur le vieux fauteuil de son salon et l'écoutais parler de ses années à Wall Street, des cracks boursiers et des gens qui avaient changé leur vie par une seule bonne décision. « Palmer », disait-il de sa voix chaude et posée, ses yeux s'illuminant comme s'il revivait ces jours-là. « Investir, c'est comme planter une graine. Il faut choisir la bonne graine, la planter en terre, l'arroser et attendre patiemment. Parfois, il faut une décennie pour que l'arbre pousse. Mais quand il porte ses fruits, tu verras que tous les efforts en valeront la peine. » Je ne comprenais pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais j'aimais la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelqu'un de spécial. Pas seulement le grand frère ou le gamin qui fait les corvées. Papy fut la première personne à me faire croire que je pouvais accomplir quelque chose de grand, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Ces après-midi avec mon grand-père étaient les moments les plus précieux de mon enfance. Il sortait souvent un vieux carnet en cuir usé, ses pages remplies de notes méticuleuses sur le marché boursier. « C'est notre secret », riait-il en baissant ses lunettes sur son nez. « Un jour, tu en auras besoin. » Je restais là, à 13 ans, à l'écouter expliquer les actions, les obligations et le fonctionnement du marché. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais la passion dans sa voix, et cela a planté une graine dans mon cœur. Un rêve vague qu'un jour je pourrais faire quelque chose de grand comme il l'avait fait autrefois. Mais ce rêve, dans mes années d'enfance, n'était qu'une faible lueur. À la maison, j'étais toujours le garçon silencieux, faisant tout pour que la famille soit heureuse. Je me souviens une fois, à 15 ans, mes parents avaient acheté un nouveau vélo à Brody, parce qu'il avait eu de bonnes notes à un examen de mathématiques. Je restais dans un coin de la pièce, à le regarder joyeusement faire le tour de la cour sur son vélo, me sentant à la fois heureux pour lui et blessé pour moi. J'avais aussi eu de bonnes notes au même examen, mais personne ne l'avait mentionné. Quand j'ai demandé à ma mère un nouveau vélo, elle a juste secoué la tête. « Palmer, tu es plus âgé maintenant. Tu dois laisser tes frères avoir leur tour. Nous ne sommes pas faits d'argent. » J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes, et je suis retourné à récurer le sol. Ces années-là, j'ai appris à rester silencieux. J'ai appris à cacher mes émotions, mes rêves, et même ma douleur. Je ne voulais pas contrarier mes parents, ni donner l'impression à mes frères que j'étais égoïste. Mais à chaque fois que j'entendais mes parents louer Brody ou faire des éloges à Easton, mon cœur se serrait. Je me demandais, est-ce que j'appartiens vraiment à cette famille? Ou suis-je juste une ombre, un grand frère invisible n'existant que pour servir? En entrant dans mon adolescence, le favoritisme de mes parents est devenu encore plus apparent. Brody a été envoyé dans des classes pour surdoués, et Easton a reçu tous les jouets qu'il voulait. Je ne voulais pas de mal à mes frères, mais j'ai commencé à avoir l'impression de ne pas appartenir à cette famille. Je voulais être vu par mes parents, être aimé comme mes frères, mais cela semblait demander trop. Je me souviens un soir, à 16 ans, assis à la table de la salle à manger, et écoutant mes parents parler de la façon dont Brody pourrait être admis dans une université prestigieuse. Ma mère s'est tournée vers moi, sa voix douce mais tranchante. « Palmer, tu dois faire plus d'efforts. Tu es l'aîné. Tu dois montrer l'exemple. » J'ai juste hoché la tête, mais à l'intérieur, je voulais crier « J'essaie. Je veux être aimé aussi. » Seul mon grand-père me comprenait. Il était le seul à ne pas m'exiger de montrer l'exemple ou de céder. Il me voyait comme une personne,
pas comme un rôle. Il m'a appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres pensent, mais dans ce qu'elle poursuit avec persévérance. Palmer, a-t-il dit un après-midi pluvieux alors que j'étais assis près de lui. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tant que tu crois en toi, le monde devra te voir différemment. Ces mots, bien que simples, sont devenus une petite flamme dans mon cœur. Elle n'était pas suffisante pour dissiper l'obscurité de ces jours négligés, mais elle était suffisante pour me faire avancer. Je ne savais pas alors que des années plus tard, cette flamme me mènerait à des merveilles bien au-delà de mes rêves les plus fous. Mais à l'époque, j'étais juste un garçon de 16 ans vivant dans une famille où je me sentais toujours comme le mouton noir. Et mon histoire ne faisait que commencer. Quand j'ai eu 18 ans, la vie a commencé à prendre une teinte grise plus pesante. J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec de bonnes notes, mais pas assez exceptionnelles pour obtenir une bourse. J'ai commencé à travailler dans une cour à bois en périphérie de Columbus, juste après l'obtention de mon diplôme. Pour moi, l'université était un rêve lointain. Mes parents ont été francs sur le fait de ne pas avoir assez d'argent pour que nous trois puissions y aller. Palmer, tu es l'aîné, tu dois faire des sacrifices, a dit ma mère, ses yeux trahissant une pointe de culpabilité avant de se tourner rapidement vers Brody, qui parlait avec enthousiasme de ses projets universitaires. J'ai hoché la tête, comme toujours, et suis resté silencieux. Mais au fond, je me suis senti abandonné. Brody a pu aller à l'université. Easton était choyé, et moi, je devais travailler. Le travail était éreintant. Du lever au coucher du soleil, je sciais du bois, je portais de lourdes charges et j'essuyais la sueur de mon front dans la chaleur étouffante de la cour à bois. Le salaire n'était pas excellent, mais il était suffisant pour que je contribue aux dépenses de la famille. Chaque mois, je donnais presque tous mes salaires à ma mère, ne gardant qu'un peu pour le café du matin ou pour réparer mon vieux vélo. Mes parents ne m'ont jamais demandé ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin. Ils me remerciaient superficiellement, puis reportèrent leur attention sur Brody et Easton. Je ne leur en voulais pas. Je savais que la famille avait besoin de mon aide, mais chaque fois que je leur remettais mes gains, j'avais l'impression de donner un morceau de mes propres rêves. Quand j'avais 21 ans, Brody, avec son esprit vif et son sourire charmant, a été accepté dans une université prestigieuse de l'Ohio avec une bourse complète. Ce jour-là, ma mère l'a serré dans ses bras, les yeux brillants de fierté, tandis que mon père lui tapotait l'épaule en disant « Tu es l'espoir de cette famille ». Et je suis resté dans un coin de la pièce, applaudissant avec tout le monde. Mais mon cœur s'est serré. Ce n'était pas que j'étais jaloux de Brody. Je l'aimais et j'étais sincèrement fier. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander « Et moi ? Serais-je un jour l'espoir de quelqu'un ?» Les dîners de famille étaient le moment où je ressentais le plus vivement mon invisibilité. Je me souviens un soir, à 23 ans. La famille était réunie autour de la table de la salle à manger. Brody, alors étudiant en 2e année d'université, parlait de son stage dans une grande entreprise. Ma mère écoutait, les yeux pétillants, hochant la tête avec enthousiasme. « Tu me rends si fier. » Easton, 18 ans à l'époque, s'est joint à la conversation, se vantant d'un prix de basket-ball qu'il avait remporté à l'école et de ses projets pour postuler dans une université prestigieuse. Mon père riait de bon cœur, tapant sur la table. « C'est mon garçon, toi et Brody, vous êtes l'avenir de cette famille. » Et moi, je suis resté là, mangeant tranquillement ma soupe froide, essayant d'ignorer le vide dans ma poitrine. Puis ma mère s'est tournée vers moi, comme si elle se souvenait soudain de mon existence. « Palmer, comment ça va le travail à la cour à bois? Y a-t-il une chance d'augmentation ?» Sa voix était légère,
mais je savais qu'elle n'était pas vraiment intéressée par la réponse. J'ai hoché la tête et j'ai dit brièvement « Ça va, maman ». Mais à l'intérieur, je voulais crier que le travail me tuait, que je rentrais à la maison tous les jours avec les mains gonflées et le dos douloureux, que j'avais aussi des rêves, mais que personne ne s'en souciait. Les comparaisons sont devenues encore plus frappantes lorsque Brody a obtenu son diplôme universitaire. Non seulement il a obtenu un diplôme prestigieux, mais il a également épousé Élise, une femme belle et intelligente, issue d'une famille aisée. Élise est rapidement devenue la pièce maîtresse des conversations de mes parents. Brody sait vraiment choisir, disait mon père en riant bruyamment lors d'une réunion de famille. Sa famille a un manoir en banlieue. Je suis resté là, forçant un sourire, essayant d'ignorer les regards de pitié de quelques tantes et oncles. Ils me regardaient comme si j'étais un échec. Le frère aîné qui n'arrivait pas à la hauteur de son jeune frère. Easton, le plus jeune, n'était pas moins éblouissant. À 24 ans, il a décroché un emploi dans une entreprise technologique avec un salaire exorbitant. Il conduisait une voiture élégante, portait des costumes coûteux et publiait des photos de voyages glamour sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'Easton rentrait à la maison, mes parents s'illuminaient comme s'il était une célébrité. « Easton sait vraiment vivre », disait ma mère, admirant la nouvelle montre qu'il lui avait offerte. Pendant ce temps, moi, avec mes vieux vêtements de travail, je baissais la tête et finissais le pain dans mon assiette. Mes frères n'avaient pas l'intention de me blesser. Je le savais. Mais parfois, leurs paroles désinvoltes coupaient comme des couteaux. Lors d'un dîner, Brody me regarda et dit, mi-sérieux, mi-blagueur, « Palmer, tu vas continuer à travailler à la cour à bois pour toujours. Pourquoi ne pas retourner à l'école ou trouver un meilleur emploi ?» Easton rit, ajoutant, « Oui, c'est l'ère de la technologie maintenant. Tu dois changer. » Je souris faiblement et dis, « Ça va. » Mais quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit, regardant mes mains calleuses, sentant que le monde entier se moquait de moi. Je n'étais pas du genre à abandonner facilement, mais ces moments me faisaient douter de moi. Je me demandais si je vivais mal ma vie, si j'étais vraiment l'échec que tout le monde semblait penser que j'étais. J'avais presque 30 ans, vivais toujours dans une petite chambre chez mes parents, travaillais toujours dans le travail manuel et me comparais toujours à mes jeunes frères éclatants. Je me sentais comme une ombre, faible et invisible, n'existant que pour mettre en valeur le succès des autres. Mais dans cette obscurité, il restait une petite étincelle. Mon grand-père, il était toujours là, dans sa petite maison, avec son vieux fauteuil, me racontant toujours des histoires sur Wall Street, sur la patience et sur les gens qui ont surmonté les difficultés pour atteindre la grandeur. Il me regardait sans jugement ni comparaison. « Palmer, dit-il un après-midi lors de ma visite, tu n'as pas besoin d'être comme Brody ou Easton. Tu as ton propre chemin. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas assez bien. » Ces mots étaient comme une brise fraîche soufflant dans mon âme au milieu des jours étouffants du travail à la cour à bois et des regards dédaigneux de ma famille. Il y a une chose que je n'ai pas encore mentionnée. J'ai commencé à investir en bourse quand j'avais 20 ans. J'ai commencé avec une somme dérisoire, quelques centaines d'économies sur mes salaires de travailleur. Je n'avais pas de diplôme, pas de formation financière, mais j'avais mon grand-père, mon premier et unique professeur. Il m'a appris les bases. Comment choisir des actions en fonction de la valeur d'une entreprise, comment diversifier mon portefeuille pour réduire le risque et surtout, comment être patient. Le marché est comme un cheval sauvage.
disait-il de sa voix grave et posée. Il te jettera à terre si tu te précipites. Mais si tu apprends à le monter, il t'emmènera loin. Le vieux carnet que mon grand-père avait rempli de notes de ses années en tant que courtier à Wall Street est devenu ma boussole guide. Ces pages jaunies, couvertes d'une écriture dense à l'encre bleue, renfermaient la sagesse de quelqu'un qui avait traversé les tempêtes du marché boursier dans les années 70 et 80. Il écrivait sur la façon d'identifier les entreprises à potentiel, de ne pas laisser les émotions brouiller les décisions et de regarder au-delà des fluctuations à court terme. Je lisais et relisais ce carnet, ajoutant mes propres notes, sentant comme si mon grand-père était juste là, me guidant à chaque étape. Les premières actions que j'ai achetées provenaient de petites entreprises, des noms auxquels personne ne prêtait attention. Je les choisissais en fonction de ce que mon grand-père m'avait appris. Chercher des entreprises avec des fondamentaux solides, une bonne gestion et des prix d'action sous-évalués. Je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je ne pouvais acheter que quelques actions à la fois. Chaque mois, je mettais de côté une partie de mon salaire, même si ce n'était que quelques dizaines de dollars, pour les investir dans mon portefeuille. Je vivais frugalement, jusqu'à l'austérité. Pas de fêtes, pas de bar, pas de nouveaux vêtements, même pas un repas au restaurant avec des amis. Tout cela, c'était pour le rêve dont je croyais qu'il éclorait un jour. Mais le marché était loin d'être facile. Dans les premières années, mon portefeuille a progressé au rythme d'un escargot. Certains mois, j'ai gagné quelques dollars de profit, mais d'autres fois, les prix des actions ont chuté, me laissant des nuits blanches. Je me souviens une fois, à 22 ans, le marché a connu une forte baisse en raison d'une crise mineure. Mon portefeuille a perdu près d'un tiers de sa valeur. Je me suis assis dans ma chambre, fixant l'écran de mon téléphone, le cœur battant, les mains tremblantes, tenté de cliquer sur le bouton « Vendre ». J'ai pensé à l'argent que j'avais investi, aux jours de travail acharné, et j'ai eu l'impression que tous mes efforts s'effaçaient. Je suis allé chez mon grand-père à vélo, le cœur lourd. Il était assis dans son fauteuil, m'écoutant déverser mes peurs, puis m'a posé une main sur l'épaule. « Palmer, » dit-il calmement, « le marché n'est pas une ligne droite. C'est comme l'océan avec des vagues qui montent et descendent. Si tu vends maintenant, tu perdras tout ce que tu as planté. Sois patient. » J'ai regardé dans ses yeux. J'ai vu la certitude en eux. Et j'ai décidé de tenir bon. Je n'ai pas vendu. Même si voir mon solde de compte diminuer chaque jour me faisait mal au cœur. Mais ma famille ne comprenait pas. Lors des réunions de famille, lorsque je parlais de mes investissements, mes parents se contentaient de sourire narquoisement. « Palmer, tu es tellement un rêveur, » disait mon père, sa voix empreinte de sarcasme. « Ton grand-père a travaillé dans les actions toute sa vie, et qu'est-ce qu'il a obtenu? Pas de maison, pas de voiture de luxe. Ne jette pas ton argent par la fenêtre. » Ma mère était plus douce, mais ses mots me blessaient toujours. « Tu devrais suivre l'exemple de Brody. Trouve un vrai travail. Investir est un pari, pas pour quelqu'un comme toi. » J'ai baissé la tête, ne disant rien, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me battre seul. Mes frères étaient encore plus directs. Brody, maintenant directeur financier dans l'entreprise de son beau-père, se moquait souvent de moi. « Palmer, pourquoi te fatiguer avec des investissements? Regarde-toi, tu vis toujours chez papa et maman, tu roules à vélo. » Easton, avec la confiance d'un jeune homme prospère, riait bruyamment. « Laisse tomber, Palmer. Investir ne te rendra pas riche. Économise ton argent et fais quelque chose d'utile. » Leurs mots, bien que peut-être prononcés à la légère, me faisaient sentir comme une blague à leurs yeux.
Les réunions de famille sont devenues une source d'angoisse. Je m'asseyais là à écouter Brody se vanter de ses vacances en Europe avec sa femme, à entendre Easton parler de la nouvelle voiture de sport qu'il avait achetée, et à regarder mes parents rayonner de fierté pour leurs fils plus jeunes et prospères. Je restais silencieux, mangeant la tête baissée, essayant de cacher la rougeur de mes yeux. Parfois, je voulais me lever et crier que j'essayais aussi, que j'avais mes propres rêves. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai vécu tranquillement comme une ombre dans la maison même des personnes que j'aimais. Les années entre 20 et 30 ans ont été une lutte. J'ai passé de la cour à bois à travailler sur un chantier de construction, où le travail était encore plus éreintant, mais payait légèrement mieux. J'ai toujours économisé chaque sou que je pouvais pour investir, même si ce n'était que 10 $ par mois. Mon portefeuille a grandi lentement, mais je n'ai pas abandonné. J'ai appris à maîtriser mes émotions pour regarder au-delà des fluctuations à court terme. Certaines nuits, je passais des heures à étudier les rapports financiers des entreprises, essayant de découvrir des pépites cachées, tout comme mon grand-père l'avait fait autrefois. Mais la pression ne venait pas seulement du marché. Elle venait de ma famille, de leurs regards dédaigneux, de leurs paroles désinvoltes mais tranchantes. Mon grand-père est resté mon seul ancrage. Même dans sa vieillesse, il suivait toujours le marché, m'appelait toujours pour discuter des actions que j'avais choisies. « Tu es sur la bonne voie », disait-il, sa voix plus faible, mais toujours pleine de confiance. « Ne laisse pas le bruit extérieur te déstabiliser. Tu as le cœur d'un vrai investisseur. » Ces mots étaient le carburant qui me faisait avancer, même lorsque j'avais l'impression de courir dans un tunnel sans lumière au bout. Mais ensuite, la lumière est venue, non pas du marché, mais d'une femme qui est entrée dans ma vie et a tout changé. Émilie. J'ai rencontré Émilie quand j'avais 31 ans lors d'un séminaire financier gratuit au centre-ville de Columbus. Je n'y suis pas allé à la recherche d'opportunités d'investissement, mais simplement pour en apprendre davantage, pour compenser les connaissances que je n'avais jamais eu la chance d'acquérir à l'université. Émilie était l'une des intervenantes, employée dans une société de courtage locale. Elle était jeune, seulement quelques années de plus que moi, mais la façon dont elle parlait du marché et des tendances émergentes dégageait une confiance et une passion dont je ne pouvais détacher mes yeux. Après le séminaire, j'ai rassemblé tout mon courage pour l'approcher. « Je n'ai pas de diplôme en finance, » bégayai-je, « mais je veux apprendre. Pouvez-vous me recommander des livres ?» Émilie sourit, ses yeux pétillants. « Tu n'as pas besoin de diplôme pour comprendre le marché, Palmer. Il te faut juste de la curiosité et de la discipline. Je vois ça en toi. » Nous avons commencé à parler davantage après cela. Émilie était différente de quiconque dans ma vie. Elle ne me voyait pas comme un échec. Elle ne me comparait pas à mes frères et ne me demandait pas mon travail manuel ou le vieux vélo que je conduisais tous les jours. Elle me voyait comme une personne avec des rêves et des aspirations. Nous nous rencontrions dans de petits cafés où je lui racontais mon parcours d'investisseur, les nuits blanches quand les actions chutaient, et mon grand-père, l'homme qui m'avait inculqué la confiance. Émilie écoutait sans jugement, et parfois elle souriait et disait « Tu es vraiment spécial, Palmer. Tout le monde ne peut pas être aussi patient que toi. » Un an plus tard, à 32 ans, nous nous sommes mariés. Le mariage était simple, célébré dans une petite église de Columbus avec seulement quelques membres de la famille et amis. Mes parents étaient présents, mais je pouvais voir une lueur de déception dans leurs yeux. Peut-être espéraient-ils que j'épouse quelqu'un comme Élise, la femme de Brody, avec un riche passé. Mais Émilie n'avait pas besoin de richesse pour me rendre heureux. Elle était la première personne, après mon grand-père, à croire en moi inconditionnellement. Après le mariage,
nous avons emménagé, louant un petit appartement en banlieue. L'appartement n'avait qu'une chambre, avec de la peinture blanche écaillée et une fenêtre donnant sur une rue bruyante. Mais pour moi, c'était le paradis. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais une vraie maison, où je n'étais pas le grand frère, ou l'échec, mais juste Palmer, l'homme qui était aimé. Émilie n'était pas seulement ma femme, elle est devenue ma partenaire dans mon parcours d'investissement. Avec son expérience dans la société de courtage, elle avait un œil avisé sur le marché. Un soir, alors que nous étions assis sur le vieux canapé de notre appartement, Émilie a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un graphique. « Palmer », a-t-elle dit, sa voix débordant d'excitation. « L'intelligence artificielle, l'IA, change le monde. C'est la prochaine grande tendance. Si tu veux faire une percée, investis dedans. » Je l'ai regardé, hésitant. Mon portefeuille, bien que stagnant, s'était stabilisé au fil des ans. Les actions que j'avais choisies étaient en sûres, comme mon grand-père me l'avait appris. Choisis des briques solides pour construire ta maison. Mais l'IA, c'était un nouveau domaine risqué et je n'étais pas sûr d'avoir le courage de sauter le pas. J'ai apporté l'idée d'Émilie à mon grand-père. Il était assis dans son fauteuil, ses mains fragiles tenant une tasse de thé, m'écoutant pendant que j'expliquais. « Émilie a raison, dit-il, sa voix posée mais ferme. Investir, ce n'est pas toujours jouer la sécurité. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour saisir une opportunité, mais attention, fais des recherches approfondies et ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. » J'ai hoché la tête, ressentant une montée d'énergie me parcourir. Les conseils de mon grand-père, combinés à la confiance d'Émilie, m'ont poussé à agir. J'ai décidé de vendre tout mon ancien portefeuille, les actions que je détenais depuis 10 ans, et d'investir le capital dans des entreprises d'IA. Cette décision n'a pas été facile. Mon ancien portefeuille, bien que modeste, était le résultat d'années d'épargne et de patience. Le vendre donnait l'impression de me couper un morceau. Je me souviens de la nuit avant de cliquer sur vendre, couché à côté d'Émilie, le cœur battant. « J'ai peur de tout gâcher », murmurai-je. Elle prit ma main, ses yeux doux mais résolus. « Je crois en toi, Palmer. Tu es sur la bonne voie depuis une décennie. Ce n'est que la prochaine étape. » Ces mots étaient quantes comme un tonique apaisant, stabilisant mes nerfs. Le lendemain matin, j'ai vendu tout mon portefeuille, recueillant un peu plus de 11 000 $, la somme la plus importante que j'ai jamais eue. Je l'ai investi entièrement dans les actions d'entreprises d'IA, des noms qui montèrent rapidement, mais aussi sauvagement volatiles. Les premiers mois après cette décision ont été un tourbillon émotionnel. Les cours des actions d'IA oscillaient considérablement. Certains jours, ils montaient en flèche, me remplissant d'excitation. Mais d'autres fois, ils s'effondraient, me laissant insomniaque. Je me souviens d'une semaine où le marché a chuté en raison d'un rapport négatif sur le secteur technologique et mon portefeuille a perdu près de 20% de sa valeur. Je me suis assis dans notre appartement, fixant l'écran de mon téléphone, sentant le sol s'effondrer sous moi. Quand Émilie est rentrée et m'a vu assis là, hébété, elle m'a serré dans ses bras. « Palmer, tu as traversé des moments plus difficiles que ça, » a-t-elle dit. « Fais confiance à notre choix. » Je l'ai regardée, tirant de la force d'elle, et j'ai hoché la tête. « Je crois en toi », a-t-elle ajouté, et ces 3 mots sont devenus la flamme qui m'a réchauffé pendant les jours les plus sombres. J'ai aussi appelé mon grand-père, lui parlant des fluctuations. Bien que sa santé soit fragile, il prenait toujours le temps d'analyser avec moi. « Tu as choisi la bonne direction », disait-il au téléphone, sa voix tremblant de vieillesse. « L'IA, c'est l'avenir.
Mais souviens-toi, Palmer, le marché ne suit jamais ta volonté. Reste calme et attends. Il m'a même envoyé un long email listant les leçons de ses jours à Wall Street sur la façon de gérer la volatilité et de garder ses émotions à distance. J'ai imprimé cet email et l'ai collé dans son vieux carnet. Un rappel que je n'étais pas seul. 2 ans se sont écoulés et ce qui est arrivé ensuite a dépassé mes rêves les plus fous. Les actions d'IA ont commencé à monter en flèche. Les petites entreprises dans lesquelles j'avais investi, grâce aux recherches approfondies d'Emily et aux conseils de mon grand-père, sont devenues des géantes dans l'industrie. Au moment où j'ai eu 34 ans, mon portefeuille valait plus de 9 millions de dollars. Je me souviens du jour où j'ai vérifié mon compte et vu ce chiffre. Je me suis assis sur le canapé, les mains tremblantes, incapable de croire mes yeux. Quand Emily est rentrée, je l'ai tirée dans mes bras, les larmes coulant sur mes joues. « On a réussi », murmurai-je. Elle sourit, me serrant plus fort. « Non, c'est toi qui as réussi. J'ai juste marché avec toi. » Moins d'1 mois plus tard, Emily a apporté une nouvelle encore plus importante. Elle était enceinte, et pas d'un enfant, mais de jumeaux. Je suis tombé à genoux sur le sol, la serrant, sentant que le monde entier me souriait. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas seulement eu l'impression de survivre. Je vivais vraiment. J'ai appelé mon grand-père immédiatement, la voix étranglée par l'émotion. « Grand-père, je vais être père, et je suis millionnaire. » Il rit au téléphone, sa voix faible, mais remplie de joie. « Je savais que tu y arriverais, Palmer. Je l'ai toujours su. » Avec l'argent de mes investissements, j'ai décidé d'acheter une villa de 5 chambres en banlieue de Dublin, Ohio. La maison avait un jardin verdoyant, une petite piscine scintillante sous le soleil et coûtait seulement 6 000 $. Une bonne affaire pour sa vraie valeur. Emily et moi avons emménagé, préparant une nouvelle maison pour nos jumeaux à naître bientôt. Mais malgré ma richesse, j'ai gardé mon style de vie simple. Je conduisais toujours ma vieille voiture, portais des vêtements simples et n'étalais pas ma fortune. Seule Emily et mon grand-père connaissaient la vérité. Pour ma famille, j'étais toujours Palmer, le grand frère silencieux qui n'avait jamais réussi à leurs yeux. Mais au fond, je savais que j'avais trouvé mon propre succès. Non pas à cause de l'argent sur mon compte, mais parce que j'ai osé croire en moi. J'ai osé sortir de ma zone de confort. Et j'ai osé aimer. Emily et mon grand-père étaient les 2 seules personnes qui me voyaient vraiment. Et cela me suffisait. Je ne savais pas que, quelques mois plus tard, une réunion de famille changerait la façon dont tout le monde me regardait et mon histoire prendrait un nouveau chapitre plein de drames et d'émotions. C'était un jour d'automne, j'avais 35 ans, et toute la famille Lucky s'est rassemblée à la ferme de l'oncle Jean, le frère cadet de mon père. L'oncle Jean était un fermier jovial, toujours vêtu d'une chemise à carreaux et d'un chapeau de paille, avec un large sourire qui réchauffait le cœur de tout le monde. Sa ferme, située en périphérie de Columbus, s'étendait sur des champs dorés baignés de soleil, avec une grande maison en bois assez spacieuse pour que toute la famille élargie puisse se réunir. Ces réunions étaient une tradition où mon grand-père, mes parents, mes frères, mes tantes, mes oncles, mes cousins et même les voisins proches de l'oncle Jean mangeaient, parlaient et se vantaient de leurs réalisations. Mais pour moi, ces occasions étaient souvent un défi. Une scène où j'étais toujours poussé dans l'ombre, servant de toile de fond à la brillance des autres. Emily et moi sommes arrivés, apportant un plateau de biscuits fait maison. Sa recette était simple, mais parfumée. La maison de l'oncle Jean bourdonnait de rires et de bavardages. Les tantes s'affairaient dans la cuisine, préparant un festin de poulet rôti,
de purée de pommes de terre et de pain de maïs, les plats familiers de la famille Lucky. Mon grand-père était assis dans un coin du salon sur un vieux fauteuil que l'oncle Jean avait apporté de chez lui. Il semblait plus fragile qu'avant. Ses cheveux blancs s'amenuisaient, mais ses yeux pétillaient toujours. Et quand il m'a vu, il a souri et m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. « Palmer », a-t-il murmuré. « Aujourd'hui sera une journée spéciale. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai juste souri et tenu sa main, sentant la chaleur de sa prise fragile. La fête a commencé au coucher du soleil. La lumière dorée des lanternes suspendues sur le porche illuminant le jardin. Tout le monde s'est réuni autour d'une longue table en bois recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs. Mon père, Roger, était assis à la tête de la table. Ma mère, Gloria, à côté de lui. Brody et sa femme, Élise, étaient assis à proximité, tous deux impeccablement habillés, comme s'ils sortaient d'un magazine de mode. Easton, le plus jeune, est arrivé en retard dans un costume élégant, conduisant sa nouvelle voiture de sport, qui a suscité des exclamations de la part des plus jeunes cousins. Tantes, oncles, cousins et les voisins proches de l'oncle Jean étaient tous présents, créant une atmosphère animée, mais pour moi, stressante. Émilie et moi étions assis dans un coin de la table, mangeant tranquillement et discutant avec quelques parents. J'essayais de me fondre dans l'ambiance, mais au fond, je savais que les moments inconfortables allaient arriver. Et comme prévu, ils sont arrivés plus tôt que je ne le pensais. Alors que le plat principal était servi, mon père leva un verre de vin, sa voix résonnant. Aujourd'hui est une journée spéciale avec notre famille réunie. Je suis fier de mes fils. Brody, avec sa brillante carrière et sa famille heureuse, et Easton, le gamin qui fait des vagues dans l'industrie technologique. La table a éclaté en applaudissements, les rires emplissant l'air. Brody sourit, levant son verre en retour, tandis qu'Easton faisait un clin d'œil aux enfants, les faisant glousser. J'applaudissais aussi, mais mon cœur s'est alourdi. Je savais que mon père n'avait pas fini, et je savais ce qui allait arriver ensuite. Comme prévu, il s'est tourné vers moi, sa voix légère mais tranchante comme une lame. « Et Palmer » dit-il, s'arrêtant pour marquer les faits. 35 ans et toujours locataire avec une femme sur le point d'accoucher. Les temps sont durs, mon fils, mais regarde tes frères pour t'inspirer. Brody et Easton, ils ont même acheté des maisons de 2 chambres. La table a éclaté de rire comme si ces mots étaient une plaisanterie inoffensive, mais ils ont piqué. Brody a souri narquoisement, me lançant un regard mi-pitoyable, mi-moqueur. « Ouais, Palmer », dit-il, son ton presque condescendant. « Tu devrais investir dans quelque chose de plus pratique, comme l'immobilier. » Easton a ri bruyamment, ajoutant « Ou au moins, achète-toi une nouvelle voiture. Rouler avec ce vieux vélo te donne l'air si pitoyable. » J'ai baissé la tête, sentant le poids de chaque regard sur moi. Ces mots n'étaient pas nouveaux. Je les avais entendus des centaines de fois au cours des 15 dernières années. Mais cette fois, ils ont frappé comme des coups de marteau, rendant la respiration difficile. Émilie, assise à côté de moi, a serré ma main sous la table. Je pouvais sentir sa colère dans la force de sa pression. Elle a levé les yeux, prête à se lever et à dire quelque chose. Mais je lui ai gentiment secoué la tête, lui faisant signe de s'arrêter. Je ne voulais pas faire de scène, transformer la fête en une dispute. J'étais trop habitué à rester silencieux pour avaler ma douleur. Mais alors une voix a retenti, ferme et autoritaire, coupant à travers les rires. C'était mon grand-père. Il s'est levé de sa chaise, dans un coin de la table, s'appuyant sur sa canne, sa silhouette fragile rayonnant d'une force indéniable.
La pièce est tombée dans le silence, tous les regards se tournant vers lui. « Vous vous trompez tous, dit-il, sa voix lente mais acérée comme un rasoir, fendant l'air. Palmer ne loue pas. Il a acheté une villa de 5 chambres à Dublin, Ohio, avec un jardin et une piscine, et son portefeuille d'investissement. Il vaut plus de 10 millions de dollars. La table s'est figée. Le bruit des fourchettes et des couteaux tombant sur les assiettes a résonné. La bouche de ma mère s'est ouverte, son verre de vin penchant sans qu'elle s'en aperçoive dans sa main. Le visage de mon père est devenu rouge, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Brody et Easton, qui s'étaient moqués de moi quelques instants auparavant, me regardaient comme si j'étais un étranger. Tantes, oncles et cousins chuchotaient entre eux, leurs yeux remplis de choc. « 10 millions de dollars ?» murmura un cousin. « Comment Palmer a-t-il fait ça ?» J'ai senti le regard d'Emily à côté de moi, pas surpris, mais fier. Elle savait déjà tout, et elle a souri, serrant plus fort ma main. Mon grand-père a continué, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Vous vous êtes tous trompés en le sous-estimant. Palmer a travaillé dur, a été patient et a construit quelque chose dont aucun de vous ne pouvait même rêver. Il ne se vante pas, il n'a besoin de l'approbation de personne. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez tous la vérité. » Mon cœur battait la chamade. Tous les regards étaient braqués sur moi maintenant. Mais pour la première fois, pas avec pitié ou moquerie, mais avec curiosité, étonnement et peut-être même admiration. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levé, mes jambes tremblant légèrement, mais ma voix, quand elle est venue, était étonnamment calme. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit aujourd'hui. Ai-je commencé, regardant autour de la table. Mais puisque papy a pris la parole, je pense que je devrais expliquer. Je leur ai raconté mon histoire. Des jours de labeur à la cour à bois, économisant chaque sou pour investir, aux nuits blanches, quand les actions chutaient. J'ai parlé des moments où mes parents se moquèrent de moi, mes frères riaient de moi, et comment je me sentais comme une ombre dans notre famille. Je ne veux blâmer personne, dis-je, regardant directement dans les yeux de mon père. Je comprends que maman et papa voulaient que je montre l'exemple, que je sacrifie, mais j'avais mes propres rêves et j'ai choisi ma propre voie. J'ai parlé de mon grand-père, de son vieux carnet et de la philosophie lente et constante qui m'a guidé pendant les années les plus difficiles. J'ai parlé d'Emily, qui a cru en moi, qui m'a rejoint pour me lancer dans l'IA et a contribué à réaliser mes rêves. Je n'ai pas investi pour me montrer, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. J'ai investi pour vivre en accord avec mes valeurs, pour prouver que la patience et la discipline peuvent vous mener plus loin que n'importe quel raccourci. La pièce était silencieuse. Ma mère a baissé la tête, ses yeux rougis par les larmes. Mon père, qui m'avait toujours considéré comme un échec, me regardait avec une expression étrange, comme s'il essayait de comprendre l'homme devant lui. Brody et Easton ne souriaient plus. Brody a murmuré « Tu as vraiment fait ça ?» Easton, pour la première fois de sa vie, était sans voix, me regardant avec un air embarrassé. L'atmosphère à table avait complètement changé. Ceux qui s'étaient moqués de moi commençaient maintenant à poser des questions, voulant savoir comment j'avais fait. Une tante a applaudi, disant « Palmer, tu es la fierté de cette famille. » L'oncle Jean, avec son large sourire, s'est levé et m'a serré dans ses bras, s'exclamant « Espèce de petit vaurien, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Les rires ont empli l'air, mais cette fois, ils n'étaient pas moqueurs. Ils étaient remplis de respect.
Émilie a tenu ma main, souriant. Mon grand-père me regardait, ses yeux brillants de fierté. Je me suis assis, sentant comme si un poids énorme avait été retiré de ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus une ombre. J'étais Palmer Luckey, le grand frère, le mari, le futur père de jumeaux, et l'homme qui a osé poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles. La fête à la ferme de l'oncle Jean s'est terminée par des rires et des bavardages animés. Mais cette fois, je n'étais plus à l'écart. Je suis parti avec un sentiment de soulagement, comme si je m'étais retrouvé après des années d'être ignoré. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, une réunion inattendue a ouvert un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais pour toute la famille. Un samedi après-midi, alors que je réparais la clôture en bois dans le jardin arrière de notre nouvelle villa, mon téléphone a sonné. C'était mon grand-père. Sa voix était faible, mais toujours aussi chaleureuse. « Palmer, peux-tu venir chez moi un moment ? Il y a quelque chose dont je veux te parler. » J'ai été surpris. Il appelait rarement avec une telle urgence. J'ai essuyé la sueur de mon front. Dites à Émilie que je serai de retour bientôt, et je suis parti à vélo à sa petite maison en périphérie de Columbus. La route familière bordée d'érables rouges m'a ramené à mon enfance, lorsque mon grand-père était mon seul ancrage. Quand j'ai poussé la porte, j'ai été surpris de voir Brody et Easton déjà là. Brody était assis dans le vieux fauteuil de mon grand-père, tenant une tasse de café, le visage pensif, loin de son assurance habituelle. Easton était appuyé contre le mur, les yeux fixés au sol, son coûteux costume semblant déplacé dans la modeste pièce. Mon grand-père était assis sur sa chaise habituelle, son vieux carnet en cuir sur la table devant lui. L'air dans la pièce était lourd, contrairement aux réunions de famille animées du passé. Je sentais que quelque chose d'important allait se passer. « Assieds-toi, Palmer », dit mon grand-père, m'indiquant de m'asseoir à côté de lui. J'ai tiré une chaise en bois. Ma curiosité était à son comble. Brody me regarda, offrant un sourire forcé. « Palmer », commença-t-il hésitant. « Easton et moi, nous voulons te parler. » Easton hocha la tête, mais ne dit rien, se frottant les mains comme s'il cherchait les bons mots. J'ai jeté un coup d'œil à mon grand-père, qui a souri légèrement, comme s'il savait que cela allait arriver. Brody prit une profonde inspiration et commença. « Palmer, après la fête chez l'oncle Jean, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis désolé pour ce que j'ai dit avant, pour toutes les fois où je me suis moqué de toi en disant que tes investissements étaient inutiles. J'avais tort. » Son excuse m'a pris au dépourvu. Brody, le jeune frère confiant qui était toujours la fierté de nos parents, était maintenant assis devant moi avec une expression sincère, presque vulnérable. Être gendre dans la riche famille d'Élise n'est pas aussi facile que tout le monde le pense, a-t-il poursuivi, sa voix baissant. Mes beaux-parents ont des attentes élevées. Ils veulent que je réussisse, que je gagne beaucoup d'argent pour être digne de leur fille. Chaque jour, je dois maintenir cette image parfaite. Un mari prospère, un cadre financier exceptionnel. Mais tu sais quoi, Palmer ? Je suis épuisé. Je n'ai pas de liberté, aucun contrôle sur ma vie. Tout ce que je fais doit être approuvé par la famille de ma femme. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'ai regardé Brody, le voyant s'ouvrir d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il était toujours le frère éclatant avec une belle maison, une voiture de luxe et des vacances somptueuses. Mais maintenant, je voyais un Brody différent, piégé dans son propre succès. J'ai voulu dire quelque chose, mais Brody a levé une main, signalant qu'il n'avait pas fini. « Je te regarde,
et je réalise que tu as fait ce que je n'osais pas. Tu as vécu en accord avec toi-même. Tu n'as chassé aucune attente. Tu n'as pas fait semblant. Je veux apprendre ça. Je veux apprendre à investir, pas pour devenir riche, mais pour avoir la liberté. Avant que je puisse répondre, Easton a pris la parole. Sa voix, comme s'il retenait ses mots depuis trop longtemps. Palmer, je suis désolé aussi. J'ai toujours pensé que j'étais meilleur que toi parce que j'avais un bon travail, de l'argent, une belle voiture. Mais tu sais quoi? Mon travail dans l'entreprise technologique n'est pas ce dont je me vantais. Il a marqué une pause, ses yeux évitant les miens, comme s'il avait du mal à admettre la vérité. C'est un environnement impitoyable. Je travaille 16 heures par jour, toujours sous pression pour surpasser mes collègues, pour atteindre des objectifs. Mon patron ne se soucie pas de qui je suis, seulement des résultats. Certaines nuits, je m'assieds dans ma voiture, ne voulant pas rentrer chez moi parce que je ne sais pas si j'aurai encore un emploi demain. Je ne suis pas sûr de mon avenir, Palmer. J'ai l'impression de courir sur un tapis roulant, allant aussi vite que je peux, mais je ne sais pas où je vais. Les confessions d'Easton m'ont transpercé le cœur. Le plus jeune frère, toujours radieux, toujours apparu avec un sourire confiant et des histoires arrogantes, semblait maintenant si fragile. J'ai réalisé que si j'avais autrefois envié le succès de mes frères, ils portaient leur propre fardeau, des pressions que je n'avais pas vues. Je t'ai entendu parler à la fête, a continué Easton, de la façon dont tu as investi, comment tu es resté patient. Je veux apprendre ça, Palmer. Je veux quelque chose sur quoi compter, quelque chose qui ne soit pas contrôlé par mon travail ou par d'autres personnes. J'ai regardé mes frères, sentant le mur invisible entre nous s'effondrer. Pendant des années, j'avais pensé que j'étais celui qui était laissé pour compte, méprisé. Mais maintenant, je voyais Brody et Easton, prospères aux yeux des autres, aux prises avec leurs propres douleurs. J'ai jeté un coup d'œil à mon grand-père, qui a hoché la tête légèrement comme pour dire « C'est ton moment de faire ce qu'il faut, Palmer ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé. « Brody, Easton, je ne vous en veux pas. Je sais que vous n'aviez pas l'intention de me blesser et je suis content que vous soyez ici et que vous vouliez partager et apprendre. Je ne suis pas un expert, mais je vais vous aider, tout comme grand-père nous a aidés. » Je me suis tourné vers mon grand-père, souriant. Et je pense que grand-père aimerait nous enseigner à nouveau à tous. Mon grand-père a ri, sa voix faible, mais remplie de joie. C'est ça, mes petits-fils. Je suis vieux, mais j'ai encore assez en moi pour vous transmettre quelques astuces. Il a poussé le vieux carnet en cuir sur la table, l'ouvrant à une page remplie d'une écriture dense. Investir, ce n'est pas seulement une question d'argent, dit-il, ses yeux pétillants comme lorsque j'étais enfant. C'est une question de patience, de discipline et de croire en soi. Vous voulez apprendre? Bien, mais rappelez-vous, ce n'est pas un chemin facile. Vous devez être prêt. Brody et Easton ont hoché la tête, leurs yeux remplis de détermination. J'ai senti une nouvelle connexion entre nous frères, comme si nous nous comprenions vraiment pour la première fois. Mon grand-père a commencé à expliquer, comme il l'avait fait autrefois avec moi, comment choisir des actions, analyser le marché et garder ses émotions sous contrôle. J'ai intervenu, partageant les leçons de mes propres échecs et succès, en particulier mon retournement avec les actions d'IA. Brody a pris des notes méticuleuses, tandis qu'Easton, bien qu'encore un peu timide, a commencé à poser des questions pertinentes. Cet après-midi s'est passé avec des histoires, des leçons et même des rires. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seulement le grand frère, mais un vrai frère.
quelqu'un en qui mes frères avaient confiance et qu'ils respectaient. Alors que le soleil se couchait, nous nous sommes assis autour de la petite table de la salle à manger chez mon grand-père, mangeant les biscuits d'Émilie et buvant du thé. Mon grand-père nous a regardés tous les trois, souriant. « Je suis fier de vous, les garçons, » dit-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Pas pour l'argent, mais parce que vous trouvez des moyens de vivre en accord avec vous-même. » Alors que je rentrais chez moi à vélo, mon cœur se sentait plus léger que jamais. Je n'étais plus une ombre, mais je n'avais pas non plus besoin de briller plus fort que mes frères. Nous étions des frères, chacun avec notre propre chemin, et maintenant nous marchions ensemble, avec mon grand-père en tête. Je savais que le chemin à parcourir pour Brody et Easton ne serait pas facile, mais je croyais qu'ils trouveraient leur liberté comme moi. Et je serais là, pas seulement en tant que grand frère, mais en tant que leur partenaire. Les mois qui ont suivi la réunion chez mon grand-père ont marqué ma vie d'une nouvelle phase, remplie de lumière et d'espoir. Émilie a donné naissance à nos fils jumeaux, Lucas et Liam, par une journée d'hiver fraîche, lorsque les premiers flocons de neige sont tombés sur le jardin de notre villa à Dublin, Ohio. Je me tenais dans la salle d'accouchement tenant la main d'Émilie, les larmes coulant sur mon visage lorsque j'ai entendu les premiers cris de nos fils. Ils étaient minuscules, roses et fragiles, mais dans leurs yeux clos, j'ai vu un tout nouveau monde s'ouvrir. Émilie, épuisée mais souriante, a murmuré « On a réussi, Palmer ». J'ai embrassé son front, ressentant un bonheur que je n'avais jamais connu auparavant. Notre villa de 5 chambres est rapidement devenue une vraie maison. Je passais mes week-ends à arranger la maison, à repeindre les murs du salon et à construire une petite balançoire dans le jardin pour que Lucas et Liam puissent l'utiliser quand ils seraient un plus grands. Émilie, malgré son emploi du temps chargé avec les jumeaux, trouvait toujours le temps de suivre le marché boursier avec moi. Notre portefeuille d'investissement continuait de croître, mais je n'étais plus obsédé par les chiffres. L'argent pour moi était maintenant juste un outil pour assurer la sécurité et le bonheur de ma famille. Je conduisais toujours ma vieille voiture, portais des vêtements simples et vivais en accord avec moi-même, comme mon grand-père me l'avait appris depuis mon plus jeune âge. Brody et Easton, comme promis, ont commencé à apprendre sérieusement l'investissement. Brody m'appelait le week-end pour me demander comment analyser les rapports financiers ou choisir des actions à long terme. Il a ouvert un petit compte d'investissement en commençant par des entreprises technologiques de taille moyenne. Et pour la première fois, je l'ai vu excité par quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait de plaire à la famille de sa femme. « Palmer, je commence à comprendre pourquoi tu étais si patient, » a dit Brody lors d'une réunion, sa voix pleine de gratitude. Investir, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est avoir le sentiment de contrôler sa propre vie. Easton a progressé plus vite que je ne l'avais prévu. Avec son esprit vif, il s'est plongé dans la recherche de nouvelles tendances, en particulier dans la blockchain et les énergies renouvelables. Un jour, il m'a envoyé un long email listant des actions potentielles, me demandant « Que penses-tu de celle-ci ? Je veux essayer. » J'ai ri à voix haute en le lisant, me souvenant de mes propres jours impatients lorsque je suis entré pour la première fois sur le marché. Mon grand-père et moi rencontrions souvent Brody et Easton pour des leçons d'investissement chez lui. Malgré sa santé déclinante, mon grand-père était toujours passionné. Son vieux carnet en cuir était toujours ouvert sur la table, un symbole de patience et de foi. Mes parents ont également commencé à changer. Après la fête chez l'oncle Jean, il m'appelait plus souvent, me demandant de mes nouvelles, d'Émilie et des jumeaux. Un jour, ma mère a visité la villa et s'est tenue émerveillée devant le jardin verdoyant et la piscine scintillante. « Palmer, dit-elle,
sa voix étranglée par l'émotion. « Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. J'avais tort de penser que tu n'étais pas assez bien. » Je l'ai serré dans mes bras, lui disant que je ne lui en voulais pas. Mon père, bien que moins volubile, a commencé à montrer du respect. Il me posait des questions sur le marché boursier et me demandait même conseil sur sa retraite. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mes parents me voyaient comme leur fils, pas seulement comme le grand frère qui devait se sacrifier. Le point culminant de l'histoire est arrivé lors de la célébration du premier mois de Lucas et Liam. Nous l'avons organisé à la villa, invitant toute la famille élargie, mon grand-père, mes parents, Brody, Easton, l'oncle Jean, les tantes, les oncles et tous les cousins. Le jardin était décoré de ballons et de lanternes. La table était chargée de gâteaux, de fruits et de plats qu'Émilie et moi avions préparés. Les rires des enfants résonnaient partout, se mêlant à la musique douce diffusée par des haut-parleurs extérieurs. Lucas et Liam, vêtus de grenouillères bleues, étaient dans leur berceau, leurs grands yeux ronds observant curieusement la foule. Mon grand-père, bien qu'appuyé sur sa canne, était le cœur de la fête. Il était assis dans le fauteuil que j'avais apporté de chez lui, racontant aux enfants des histoires de ses années à Wall Street. Brody et Easton, maintenant plus proches que jamais, m'aidaient à griller la viande et à mélanger le punch aux fruits, plaisantant en travaillant. « Palmer, je comprends maintenant », dit Easton en me pointant du doigt avec un sourire. « J'apprends à être un grand frère. » Toute la famille a éclaté de rire et pour la première fois, j'ai senti que nous étions vraiment une famille. Plus de distance, plus de comparaison. Alors que le soleil se couchait, je me tenais dans le jardin, regardant tout le monde réuni, entendant les rires de l'oncle Jean, les tantes chanter et le doux cri de Lucas alors qu'Émilie le prenait. J'ai ressenti un bonheur complet, comme si chaque difficulté que j'avais endurée m'avait mené à ce moment. Mon grand-père me regardait de loin, souriant, et je savais qu'il le ressentait aussi. Que les graines qu'il avait plantées en moi avaient fleuri. Pas seulement pour moi, mais pour toute la famille. Quand la fête s'est terminée, je me suis assis avec mon grand-père sur le fauteuil, les jumeaux dormant dans leur chambre. Il m'a tenu la main, sa voix tremblante. « Palmer, je savais que tu y arriverais, et je suis fier que tu l'aies fait. Pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu aimes. » Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. « Merci, papy, » dis-je. « C'est grâce à toi. » En regardant en arrière sur mon parcours, j'ai réalisé que le succès ne réside pas dans les chiffres sur votre compte bancaire ou la reconnaissance des autres. Le succès, c'est la liberté. La liberté de vivre en accord avec ses valeurs, d'aimer et d'être aimé, de construire une vie significative. Mon conseil, si vous souhaitez l'entendre, est d'être patient et de croire en vous, même lorsque personne d'autre ne le fait. Parfois, la persévérance silencieuse est l'arme la plus puissante. Et rappelez-vous, comme mon grand-père me l'a appris, investir, c'est comme planter une graine. Il faut attendre que l'arbre pousse. Mais quand il porte ses fruits, chaque effort en vaut la peine.